Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Pilot Reviews. Bienvenue dans notre nouveau décor et bonne année tout le monde. Alors Pilot Reviews, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau format que l'on a créé pour deux raisons. La première étant que le rythme de production a rattrapé le rythme de diffusion pour les pilotes mag classiques, centrés sur une seule série. Et comme on n'a pas envie de bâcler tout le côté montage ou le côté écriture, on a décidé de continuer à prendre notre temps pour réaliser et vous fournir un contenu sérieux et complet. La seconde raison, c'est que on a du matériel écrit dont on ne se sert pas, qui est, pour ceux qui me suivent sur Facebook, sur Twitter ou sur le blog télé, la critique à chaud de tous les nouveaux pilotes de séries qui sortent. Enfin, tous, non. À titre d'exemple, voilà ce qui est sorti depuis le 1er janvier 2016, et humainement, je ne peux pas tout regarder. Donc, je vais essayer de chroniquer les principales séries sorties et de vous en faire un compte rendu comme ça, en plus de la version écrite, en version podcast, tous les 15 jours. Au programme d'aujourd'hui, nous allons avoir de l'Heroic Fantasy, nous allons avoir des profs, nous allons avoir... j'en passe. Le mieux, c'est regarder par vous-même. Première série à ouvrir le bal de 2016, Cooper Barrett's Guide to Surviving Life. Nous sommes en 2011, Cooper Barrett, fraîchement diplômé, emménage avec deux de ses amis de la fac, Barry, un espèce de gros boulet, et Neil, le geek de la bande. Pour l'occasion, son frère Josh va lui offrir un grand écran plat qui lui sera dérobé lors de la pendaison de crémaillère. Des années plus tard, Barry reconnaît des personnes présentes à la fête et les soupçonne d'avoir volé le téléviseur. Bon, c'était pas forcément mon meilleur choix de visionnage pour commencer l'année. La série de Jay Lacopo se veut comme un nouveau Parker Lewis et on se retrouve avec un espèce de mauvais remake de How I Met Your Mother. Cooper, face cam, nous donne les leçons qu'il tire de sa mésaventure de trentenaire, mais n'est pas un narrateur vraiment très convaincant. Son histoire d'amour en background avec ses nouvelles voisines Kelly Bishop ne l'est pas plus. C'est l'anecdote de ce premier épisode qui consiste à se faire kidnapper, avoir dérobé un téléviseur qu'on croyait nous avoir volé, en plus de présenter peu d'intérêt au final, ne nous donne vraiment pas lieu à des situations vraiment drôles. Les personnages secondaires sont tellement énervants qu'ils n'arrivent même pas à sauver le truc. Bref, je vous déconseille plutôt cette série. On reste sur la Fox avec le nouveau dessin animé de Seth MacFarlane, le créateur de American Dad et des Griffins, Border Town. Buck Buttwald est un agent à la frontière américano-mexicaine dans la ville de Mexifornia, mélange de Mexique et Californie. Farouche défenseur des lois anti-immigration, sa vie va basculer le jour où sa fille Becky lui annonce qu'elle va se marier avec Jesse, le neveu de son voisin Ernesto Gonzalez. Je suis plutôt partagé à propos de dessin animé. J'aime bien le fond, avec la satire de certaines idées qui véhiculent en ce moment sur les migrants aux États-Unis, portées par exemple par Donald Trump. Ici, les Américains sont dépeints comme étant des espèces de gros ploucs et les Mexicains, qu'ils soient immigrants ou nés sur le sol américain, sont des personnes plutôt évoluées. La forme par contre, au premier abord, on est d'abord gêné par le doublage. On retrouve effectivement le casting complet des Griffins. Et c'est un peu perturbant de voir des voix que l'on connaît bien, associées à d'autres voix également, mais dans un autre dessin animé avec d'autres têtes. Mais bon, passé ça, l'humour est plutôt gras et les stéréotypes tellement poussés, que ce soit du côté des Mexicains ou des rednecks, qu'on se demande par moments si c'est vraiment encore de la caricature. Bref, ça manque d'une certaine finesse, dont les auteurs sont pourtant capables, faut voir le travail qui a été fait sur American Dad. Bref, c'est un peu lourd par rapport au fond abordé, on peut espérer que le tir sera rectifié dans les prochains épisodes. La rentrée 2016 a été riche en Heroic Fantasy. Première série à mettre ce thème en avant va être Beowulf, Return to the Shieldlands, diffusée en Angleterre sur ITV. Beowulf vient d'arriver à Aeroth et découvre que Hrothgar, son père adoptif et ancien dirigeant du royaume, vient de décéder. Il veut donc lui présenter ses hommages, mais la chose va s'avérer difficile étant donné qu'il est persona non grata au palais. À l'origine, Beowulf est un poème anglais écrit entre le 7e et le 10e siècle après Jésus-Christ et est l'un des plus vieux témoignages écrits de la littérature anglo-saxonne. La mini-série en 13 épisodes a clairement été lancée pour concurrencer Game of Thrones. Ça se sent rien que dans les images du générique. Mais un Game of Thrones avec le sexe et un bon travail en post-prod en moins. Tolkien ayant travaillé sur la traduction et mis en avant l'importance littéraire du poème, il n'est pas étonnant de voir le monstre Grendel, personnage central de la première bataille de Beowulf dans le poème, présenté comme une espèce de sous-Gollum en plus poilu. De grandes libertés ont été prises par rapport au texte d'origine, comme le fait de donner un lien de parenté entre Hrothgar et Beowulf, qui n'est plus du coup un guerrier venu d'un autre pays venu prêter main forte, mais le fils adoptif de ce dernier. Pour la faire court, les effets spéciaux sont franchement cheap, le héros plutôt vide et le matériel d'origine trahi.
On continue dans l'Heroic Fantasy avec The Shannara Chronicle, adaptation pour MTV des romans de Terry Brooks. La princesse elfique Amberle réussit à être la première femme à devenir une Chosen, un des 7 elfes qui ont l'honneur de servir l'arbre magique Elcris. Au moment de prêter allégeance, elle va avoir une vision de la mort de son compagnon, tué de sa propre main, ainsi qu'une vue plutôt apocalyptique du monde des 4 terres. En effet, Elcris se meurt. Et à chacune de ces feuilles qui tombent, c'est un démon emprisonné par la magie de l'arbre depuis une lointaine guerre qui se réveille. Bon, la critique n'est pas pour moi quelque chose d'aisé pour cette série, du fait que je sois plutôt réfractaire à la fantasy. Mais je dois admettre, d'un point de vue technique, que le double épisode pilote est plutôt réussi. Un grand soin a été apporté à la photographie et les décors sont magnifiques. On nous donne énormément d'informations pour planter l'intrigue et les personnages, et en soi, le choix de commencer par un épisode double de 1h20 nous permet de mieux digérer tout ça. L'action se concentre donc plus sur une présentation de l'intrigue principale que sur les scènes de bataille amorcées en fin d'épisode, afin de mieux nous faire entrer dans le monde des 4 terres. On va ainsi découvrir le druide Aladon, réveillé par l'arbre après 30 ans de sommeil pour assurer sa protection. Eretria, une voleuse humaine qui va dérober à Will, seul personnage pour le moment un petit peu vide et surtout grosse tête à claque, un être mi-humain, mi-elfe, qui a des pierres elfiques ayant appartenu à son père, qui vont donc être dérobées par notre voleuse. Bref, pour le moment, c'est une série plutôt bien rythmée avec de bons personnages, mais qui, selon ce que j'ai pu en lire dans d'autres critiques, prendrait beaucoup de liberté par rapport au roman pour pouvoir séduire le public de MTV. Vous aviez aimé Jane Lynch dans son rôle de prof de sport sadique dans Glee, et elle est de retour dans Angel from Hell sur CBS. Allison est une dermatologue vivant à Beverly Hills et ne vit que pour son travail. Un jour où elle fait ses courses au marché bio, elle va se faire accoster par Amy, une jeune femme quelque peu excentrique et alcoolique, qui va commencer à la harceler à chaque coin de rue, puis se présenter comme étant son ange gardien. Secret intime sur la vie de Allison en guise de preuve à la clé. Cette dernière a un peu de mal à croire sa harceleuse, mais bon, certains indices semblent jouer en sa faveur. La série est, amusante sans vraiment être drôle et tourne pratiquement que autour de l'interprétation de Jane Lynch qui va en faire des caisses dans son rôle d'ange gardien intrusif et alcoolique. La série est gentillette et permet de se vider la tête et bon, même si le casting est sympa, c'est à peu près tout. Rien à voir avec la série éponyme que tout le monde connaît, enfin j'espère, mais nous allons partir en Angleterre sur ITV pour la ville de Jericho. Nous sommes dans les années 1870, dans le Yorkshire. Annie Quantain est contrainte de vendre tous ses biens pour rembourser les dettes de son défunt mari et n'a pour autre choix que de partir pour la ville de Jericho, vivant alors de la construction d'un viaduc. Sur place, l'explosion d'une poudrière et le meurtre d'un homme vont amener de grands bouleversements dans la ville naissante. C'est étonnant de la part de ITV de nous proposer un western se situant en Angleterre, mais après tout pourquoi pas ? Le pays a bien lui aussi connu un développement du chemin de fer. Et les paysages de l'ouest américain et du Yorkshire sont par ailleurs étonnamment semblables. Malheureusement, tout est fait pour nous faire oublier le cadre anglais de la série, ce qui lui aurait permis de se détacher un petit peu d'un western classique. À part ça, rien à redire. Les personnages sont rapidement bien plantés et on s'y attache facilement. De bons décors, et même si la série prend quelque peu son temps au niveau rythmique dans ce premier épisode, l'action n'est pas pour autant mise de côté. À voir comment ça va se développer au fur et à mesure des 8 épisodes de cette mini-série. Lorsque Jennifer Lopez tourne dans une série, ça se voit, ça se sent. Shade of Blue sur NBC. Harley Santos fait partie d'une brigade policière corrompue de Brooklyn, maquillage de scènes de crime, offre de protection des truands, dessous de table et j'en passe. Seulement, ces activités vont finir par attirer l'attention du FBI qui va se servir d'elle pour faire tomber la brigade véreuse. La série, produite par Jennifer Lopez, est ambitieuse, ne serait-ce que par son casting, avec Ray Liotta dans le rôle de Matt Wozniak, le chef de la brigade, ou encore Dri DeMatteo, on a pu voir dans Les Sopranos, dans le rôle de Tess Nazario. On a également droit à une bonne bande-son, avec, outre bien sûr des chansons de J-Lo, une scène de course-poursuite sur The Beautiful People de Marilyn Manson. La série est loin d'être parfaite. On regrettera par exemple le manque d'expression faciale de Jennifer Lopez qui nous empêche quelque peu de rentrer dans le personnage. Mais il est agréable de sortir du schéma classique avec le gentil flic et les méchants voyous. ABC Family change de nom et devient Freeform. Pour fêter ça, une nouvelle série, Shadowhunters, adaptée des romans The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Clay Frey vient de fêter ses 18 ans. À cette occasion, sa mère va lui offrir un stèle, genre de coupe-papier avec des inscriptions étranges que Clay avait déjà retranscrit inconsciemment au dessin. C'est également ce jour que son destin va se révéler à elle. Elle commence à voir des personnes invisibles aux yeux de son entourage, les Shadowhunters, qui œuvrent dans l'ombre pour combattre les démons. Certains connaîtront peut-être déjà l'intrigue, puisque The Mortal Instrument, outre le fait que ce soit des livres à la base, ont déjà été adaptés en film en 2013. Entre révélation, magie, combat, alchimie, on a l'impression de se retrouver à mi-chemin entre Supernatural et Buffy.
Enfin, Buffy le film lorsqu'elle découvre qu'elle est la tueuse. L'épisode pilote se concentre bien évidemment sur la découverte de cet univers insoupçonné, nous présente le fil rouge de la saison. L'enlèvement de la mère de Clay, Shadowhunter elle-même, qui semble protéger une coupe sacrée, aurait ainsi trahi le cercle. Un inévitable triangle amoureux semble se dessiner d'emblée, et on devine que Clay sera tiraillé entre le monde des humains et ce nouveau monde. Le premier épisode en sort pas trop mal, malgré des effets spéciaux un petit peu cheap, et devrait ravir les amateurs de Buffy, ou Twilight, à voir selon comment la série évolue. Et si la mort n'était plus un obstacle, et que la seconde chance, n'était pas aussi facile qu'on l'imaginait. Nous sommes dans un futur proche. Jimmy Pritchard est un shérif à la retraite qui a démissionné après avoir falsifié un dossier pour le bien de son enquête. Un soir, il surprend 2 hommes en train de fouiller dans les dossiers de l'appartement de son fils, agent du FBI. L'altercation tournera court et les 2 hommes suicideront l'ancien chef de l'ordre. C'est la fin pour Jimmy? Non. Car Mary et Otto Goodwin, les dirigeants de la Looking Glass, une firme qui fabrique un genre de Google Glass mais en plus puissant, vont récupérer son corps à la mort pour pratiquer des tests médicaux dans le but de trouver un remède contre le cancer et le ramener à la vie. Comme dans beaucoup de pilotes, on va nous abreuver d'informations pour planter le décor. Le passé houleux de Jimmy, ses relations désastreuses avec sa descendance, son meurtre, le rapport que ça pourrait avoir avec d'anciennes affaires du FBI, le passé de survie des Godwin, leur repère technologique ainsi que la maladie de Marie, etc. Le pourquoi de la résurrection de Jimmy, on s'en fout un petit peu, c'est très vite balayé. En gros, on est dans l'homme qui valait 3 milliards. Marie est malade, Jimmy a une particularité génétique qui peut la sauver, nous avons la technologie pour le faire, alors banco, on y va, on fonce. Par contre, pas de réelle explication quant au rajeunissement du cobaye et pourquoi est-ce qu'il a une force décuplée par 5. Et histoire de bien compliquer l'affaire et de l'obliger à retourner auprès des Goodwin, qui vont avoir l'argent et la technologie, on va l'aider dans sa quête de justice pour pouvoir venger son meurtre et par la suite, on devine, aider son fils. Et en plus, Jimmy est obligé d'aller toutes les 12 heures dans une cuve de régénération, sinon il va mourir pour de bon. Et forcément, bien sûr, il va pousser le timing avant de retourner dans cette cuve au maximum. Bref, c'est un premier épisode un peu laborieux, mais plutôt bien interprété. Mais maintenant que le décor est planté, espérons que les scénarios gagneront en efficacité par la suite. On n'a pas eu droit à beaucoup de comédies en ce début 2016. À part Cooper Barrett, mais comme on a vu, c'est une série que l'on peut très facilement oublier. Heureusement, TV Land est là pour nous. Les brutalités à l'école. C'est une chose qui n'existe pas réellement dans l'école primaire de Fillmore. Seulement la création, à la demande d'une des enseignantes, d'un programme pour lutter contre le bizutage va créer des problèmes là où il n'y en avait pas avant. C'est difficile de faire du neuf avec un sujet vu et revu comme l'enseignement, et pourtant. À l'origine, Teachers était une web-série créée par les 6 membres de la troupe d'improvisation The Katydids, qui vont écrire et interpréter son adaptation au petit écran. Nous avons droit à l'enseignante timide, la dépressive après une rupture survenue 14 mois plus tôt, l'imbu de sa personne, la traumatisée par sa propre scolarité, la bonne patte, etc. Chacune va aborder le problème de l'épisode, ici le bizutage, à sa manière et le résultat va forcément être désastreux. Et c'est drôle. Pas forcément au début, il faut un petit peu de temps pour entrer dans le bain, mais l'humour gagne en puissance au fur et à mesure de l'épisode. Les personnages sont plutôt bien campés et interprétés, et de plus, il s'avère difficile de tourner avec des enfants, et ceux présents ici jouent plutôt bien. On appréciera également en fin d'épisode l'apparition de Alison Brie, qu'on avait pu voir dans Mad Men ou Community, qui fait partie des producteurs de la série. On sent bien que le sujet et l'humour ont été rodés sur internet, et du coup, on gagne beaucoup en rythme et en efficacité. Si vous aimez les histoires compliquées, Colony est fait pour vous. Enfin, tellement compliqué que je vais avoir un petit peu de mal à vous faire un résumé pour ne pas casser la rythmique de l'épisode parce que on ne comprend rien de ce qui se passe. Et le réalisateur joue énormément là-dessus. Ça en devient un peu laborieux. Enfin, pour vous donner une idée, j'ai bien dû regarder 3 fois l'introduction pour être sûr que je n'avais pas raté quelque chose car je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait. C'est pas inintéressant pour autant. On commence à comprendre à peu près au bout d'une demi-heure et l'intrigue est réellement posée dans les 5 dernières minutes. On va quand même essayer de vous présenter un petit peu l'histoire. En gros, on est à Los Angeles, la ville a été colonisée et des personnes sont enlevées par une force armée pour aller travailler de l'autre côté du mur à l'usine. La vie hors des murs n'est pas simple puisque, outre la menace armée qui pèse sur la ville, les habitants sont obligés de vivre du troc pour pouvoir se procurer des produits de première nécessité comme de l'insuline. Nous allons suivre Will Bowman, un simple mécanicien qui va tenter de passer le mur pour aller récupérer son fils déporté à l'usine. Une fois que les bases de la série sont posées, ça devient intéressant. Nous allons suivre des histoires de résistance et collaboration, qu'elles soient volontaires ou forcées, dans une Amérique colonisée par,
on le suppose, une intelligence alien. C'est plutôt bien interprété et bien réalisé. Le côté SF de la chose passe principalement par la présence de drones futuristes. Seulement, notre premier épisode risque de rebuter pas mal de monde du fait, comme je le disais, du mal que l'on a au début à saisir les enjeux de la série. Bien sûr, ce n'est que mon avis personnel. Ce qui peut me plaire ou me déplaire personnellement pourra plaire à certaines personnes ou pas. C'est le mieux que je puisse vous faire, c'est de partir de mes indicateurs, peut-être plus des résumés que de mes critiques, et de vous faire votre propre avis par vous-même. S'il y a un des pitchs, des séries que moi je n'ai pas aimé, qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous faire votre propre idée. Sur ce, bon, mais c'est reparti pour regarder une bonne vingtaine de nouveaux pilotes, au fur et à mesure de la sortie. On verra bien ce que ça donne, et puis, de toute façon, dans la quinzaine, il y a X-Files qui revient. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Bonjour chez vous.